17e, début 18e. Bon, alors parlons des femmes, parce que là vous vous égarez un peu. Revenons aux femmes. Je dois vous dire que, pardon, nous n'avons aucun contentieux. Aucun. Mais, avant de vous parler des femmes... Oui, vous voulez parler d'érotisme peut-être, comme ça vous vient dans l'espère. Alors écoutez, non mais les femmes, parce qu'il y a Moronobu, il y a Sukenobu. Oui, oui. Voilà. Alors d'autres ont magnifié leur élégance comme Keigetsudo, je prononce bien, j'ai fait des efforts. Hein. Il y a très fort. Mais alors, tous ces artistes-là, c'est pas uniquement les femmes, c'est pas les courtisanes, c'est pas juste une belle femme, c'est aussi l'érotisme. Absolument, c'est aussi l'érotisme. Et pourquoi je vous parlais des femmes tout à l'heure? Pour parler d'érotisme, certainement. Oui, enfin je ne suis pas très compétente, mais je voir. vous appelle au secours et vous interpréterez chacun et chacune à votre idée. Bon. Donc, pourquoi est-ce qu'on est passé, c'est très important, parce que donc des estampes en noir et blanc, on est pas en noir exactement, on est passé à la couleur. Bien. À ce moment-là, ces artistes passaient beaucoup, enfin c'était encore une fois les éditeurs, les graveurs, les imprimantes, etc. Mais les peintres venaient quand même voir comment ça se passait. Donc ils venaient dans ces ateliers, et les ateliers étaient près d'un quartier qui a existé depuis toujours, qui s'appelait le quartier des plaisirs, le quartier des geishas, des courtisanes et des geishas. Donc en fait, ces femmes vivaient dans des maisons de bois, enfin comme la plupart des maisons japonaises, surtout de cette époque, et si vous êtes allé voir la Polonide, c'était à peu près pareil. Mais ceux qui ont vu la Polonide, c'était ce même système, c'est-à-dire des maisons dans lesquelles les courtisanes vivaient. Et elles recevaient aussi leurs clients. Et puis aussi, les peintres allaient chez elles, parce que ça leur faisait, elles étaient pour eux des modèles pour leur peinture ou leur gravure. Et puis, non seulement les peintres y allaient, mais aussi les éditeurs. Et donc tout le monde se retrouvait là, dans ces maisons de geisha, et échangeait des idées, des sujets. Et ces femmes étaient pour la plupart très cultivées. Parce que, on va en parler 2 minutes si vous permettez. Comment ça commençait? C'était des petites filles dans des villages. Un recruteur passait dans les villages, voyait les petites filles un peu jolies, un peu qui leur répondaient, hop, il les emmenait. Il payait un peu la famille, mais pas trop, et ils emmenaient les petites filles. Alors, il les emmenait donc à Edo, à Tokyo, et il les plaçait dans des maisons où se trouvaient déjà des femmes un peu de tous les âges et de toutes sortes d'expériences en la matière. Et donc, les plus anciennes apprenaient aux petites à lire, à écrire, à s'habiller, à danser, à chanter. Elles en faisaient des vraies courtisanes. Donc c'était aussi une école, ce lieu. Et donc, tout le monde se retrouvait là. Donc les artistes, effectivement, les dessinaient, s'en inspiraient, mais ils n'allaient pas uniquement pour faire la conversation, quand même. On m'a rien dit à ce sujet. On vous a rien dit? Alors, comment expliquez-vous effectivement que ces japonaises qui ont l'air si prudes, drapées dans leur kimono, etc., quand ils se mettent à dessiner, c'est des parties de jambes en l'air mémorables? Non mais vraiment, la peinture érotique est la représentation du sexe est importante. Vous dites d'ailleurs dans votre livre, mais oui, vous dites dans votre livre, aucun autre pays n'a accordé autant d'importance à ce thème. C'est bien vous qui le dites. Oui, peut-être. Je vous l'assure. Bon, mais en tout cas, c'est vrai que l'érotisme a été une forme de liberté aussi. C'est-à-dire, les paysages ne sont venus que beaucoup plus tard dans l'art japonais, à la fin du XVIIIe, XIXe, etc. Mais au début, qu'est-ce qu'on allait peindre? Alors, je ne vais pas vous faire 1 heure là-dessus, mais les premiers artistes ont été des peintres. Et ils représentaient des paysages et des divinités. Après ça, donc, qu'est-ce qu'on pouvait représenter avec des estampes? Parce qu'il y a eu un art érotique peint, mais souvent par des artistes comme Okusai, qui étaient aussi des graveurs.
Donc au fond, l'érotisme, ça a été beaucoup au XVIIIe et XIXe siècle. Avant, au moment de l'art sacré, disons, il n'y avait pas d'érotisme. C'est pas quelque chose qui est quand même lié à l'estampe, l'art érotique japonais? Non, ce n'est pas lié à l'estampe, ce n'est pas... Il n'y a pas de souci. Non, mais s'il y a un complément d'information, ça oui. Et donc, c'est pas lié à l'estampe. Quand on voit les estampes érotiques, il y a un raffinement, c'est raffiné. Oui. C'est pas grivois, parce que chez nous, quand même, le sexe est grivois. Oui. Il n'y a pas ça chez eux. Le sexe est sérieux. Vous êtes d'accord ou pas? Non. Non? C'est au léoné. Excusez-moi. Je ne suis pas sûre que le sexe ait été sérieux ni pris sérieusement par les artistes. C'était pour beaucoup des peintures. Alors quand ils faisaient des peintures, des rouleaux, vous savez, Okusa il y en a fait pas mal, qui ont été exposés à Paris, c'est absolument magnifique. Et puis les estampes, c'était essentiellement les estampes et les livres. C'était des, comment dire, des informations pour apprendre certaines techniques. Certaines positions. Est-ce que je dis les choses correctement? Parfaitement, tout le monde a compris. Voilà. Ah oui, donc c'était comme une éducation sexuelle. Absolument, oui, oui. Et est-ce que ces estampes, je ne sais pas, on les vendait? Est-ce que ces estampes... On les vendait, et on les vendait, je ne sais pas si on les vendait très cher ou pas, mais très bien, en tout cas. Et sous le manteau, ou bien ça s'exposait dans des lieux publics? Ça s'exposait chez les marchands. Et il n'y avait pas de censure là-dessus? La censure est intervenue à différents moments entre le XVIIIe et la fin du XIXe, et pas seulement, bien sûr, pour l'art érotique, il fallait pouvoir le diffuser modérément, etc. Mais en tout cas, cette censure est intervenue surtout du point de vue politique, par rapport au shogun, et si on pouvait peindre ou graver des sujets éventuellement à double ou triple fond, triple sens, pardon, c'est moi, mais qui pouvaient mettre en cause le pouvoir des shoguns. Oui. Alors, pardon. Donc, l'érotisme n'a pas du tout gêné pendant très longtemps, d'abord parce que la vie devait être assez libre, j'imagine, pas seulement dans les quartiers réservés, mais dans la vie quotidienne. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, pardonnez-moi de vous faire un aparté personnel, mais on m'a demandé une fois de faire une préface sur un livre qui était un livre érotique. Vous avez accepté, j'espère? Oui, j'ai accepté en toute innocence, parce que j'ai dit que je ne parlais pas le japonais suffisamment, même très peu, et que surtout j'étais incapable de déchiffrer une écriture du XVIIIe siècle imprimée. Vous savez, des petits vermicelles comme ça, c'est très compliqué, il faut être vraiment spécialisé, il faut sortir des langues orientales et en plus être beaucoup intéressé à l'écriture. Mais j'ai vu donc la traduction de ces écritures. Et je vous assure que non seulement l'image informe, mais le texte complète. Vous voyez? Et quand vous avez eu un livre comme ça entre les mains, vous êtes initié. C'est quand même un peu le Kama Sutra. Oui, c'est ça. Voilà, le Kama Sutra japonais. Plus la censure était grande, plus l'estampe était frivole, ou ça n'a rien à voir? Rien à voir. Rien à voir. Et la censure est apparue quand exactement? Parce que j'ai l'impression qu'elle n'a pas de tout temps été là, la censure. Non, pas du tout. Par exemple, vous parliez tout à l'heure des premiers de l'estampe, Moronobu, etc. Il n'y avait pas de censeur à ce moment-là. Et sur les estampes, on ne voit que la signature du peintre, enfin de l'auteur, et le cachet du peintre. Mais il n'y avait pas du tout de censeur. La censure est arrivée à peu près, qu'est-ce qu'on peut dire, oui, avec Okusai, et à ce moment-là, vous voyez, c'est-à-dire la fin du XVIIIe et surtout tout le XIXe. Donc, artistes érotiques, si on peut les appeler ainsi, Toyonobu, ces courtisanes au réveil, au sortir du bain, c'est magnifique. Oui, je me suis énormément intéressée à la question. Donc, Harunobu, où là, c'était étendu sous un moustiquaire. Oui. Alors, lequel a été le plus hard, j'imagine? C'est Utamaro qui allait dans les maisons closes, comme notre Toulouse-Lautrec, comme un Degas, qui ne faisait pas uniquement que les contempler, mais peut-être... contribuer. Il contribuait un peu. Il devait contribuer. Utamaro. Oui. Vous trouvez que c'est le plus intéressant, Utamaro? Non, écoutez, alors, là, pardon. Je pense que c'est très difficile de dire qu'un artiste est plus intéressant qu'un autre.
c'est une question de goût personnel et c'est une question de savoir-faire. Alors évidemment, les premiers n'étaient pas encore très experts dans cet art, donc ceux qui savent le mieux faire sont les lignes, parce qu'ils avaient une éducation de peintre, la peinture était déjà enseignée dans des ateliers, donc ce sont des dessinateurs magnifiques, des peintres donc aussi extraordinaires. À partir du moment où il a fallu passer par la gravure, il y avait un intermédiaire entre eux et l'objet d'art, enfin pas l'objet d'art, et l'œuvre finie. Et là, c'est quelque chose qui leur laissait d'une certaine manière moins de liberté. Et les dessins d'Outamaro, puisque par exemple on parlait de cet auteur, ce qui est remarquable essentiellement chez eux, vous les regardez, c'est l'ovale du visage. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il le fait comme un trait d'encre, vous savez, comme ça. Et puis comment est-ce que l'ouvrier qui a gravé ça, excusez-moi, je ne reviens pas sur le sort de la classe ouvrière, mais il y a quand même quelqu'un qui a gravé ce trait, c'est-à-dire de part et d'autre du trait. Quelle expertise, quel don. Alors, Outamaro n'a pas fait, à ma connaissance, n'a pas été passionné par l'érotisme. Non, Harunobu, oui, un peu. Il a fait des estampes érotiques très ravissantes. De qui parlez-vous, Outamaro? Non, d'Harunobu. Outamaro, à ma connaissance, n'a pas fait beaucoup d'érotique. Okusa, il en a fait. Et il y a eu une exposition, alors, c'est encore un aparté, pardonnez-moi, il y a eu une exposition chez Pierre Cardin, il y a de nombreuses années, sur l'érotisme, sur les estampes érotiques du XVIIIe et du début du XIXe. Et là, vous achetiez votre ticket, et en même temps, on vous confiait une lampe de poche. C'est vrai, tu vois, ça. Non. Alors, donc, le ticket, c'était pour entrer, la lampe de poche, c'était pour regarder. Parce que l'exposition se déroulait dans un noir absolu, et donc il fallait, par exemple, imaginer que vous vouliez voir ce qu'il y a dans cet encadrement, eh bien vous deviez promener votre lampe de poche. Donc c'était d'autant plus érotique. C'était l'érotisme de la lampe de poche. Alors avec ceci, on va clore le chapitre érotisme pour s'intéresser à la nature, parce que si le XVIIIe siècle, jusqu'au XVIIIe siècle, effectivement, c'était les acteurs, les courtisans, l'érotisme, le XIXe a célébré la nature. Pourquoi? Est-ce que tout d'un coup, comme ça, il décide de s'intéresser à la nature? Suivez mon regard, oui. Parce que Dominique Ruspoli, ici présente, en rouge, devant le mur, est en train de faire un petit bouquin sur Hiroshige, qui va donc être la partie correspondante à Van Gogh. Et donc, elle pourrait vous répondre beaucoup mieux que je vais le faire. Pourquoi s'est-on intéressé à la nature? Parce que, moi, une fois, j'avais fait une comparaison. Vous savez, la nature au XVIIIe siècle, c'était une nature, bien sûr, réelle, enfin, mais en même temps transcendée. Tandis que quand les chemins de fer sont arrivés, alors, les peintres ont pu sortir de Paris. Avant, ils allaient à quoi? 20 km, pas très loin. Mais quand on a pu aller jusqu'au bord de la mer du Nord, à ce moment-là, Monet a représenté des falaises. Et donc, il y a un lien, je dirais, en tout cas en France et au Japon aussi, parce qu'il y a eu l'arrivée des chemins de fer au Japon, et ça... vous pourrez le savoir en automne prochain, mais en tout cas, non c'est vrai, parce qu'il y a un bouquin qui va sortir sur les relations Japon-Occident à travers les siècles. Et donc, précisément, l'arrivée du chemin de fer au Japon apparaîtra dans ce bouquin. Mais aussi parce que les Japonais étaient autorisés à voyager, c'est aussi absolument. Une raison. Alors, il y a une question d'abord de moyens financiers, c'est-à-dire que ceux qui voyageaient sur les routes à pied, c'était les nobles, et les marchands, et les pèlerins. Mais on n'allait pas sur la route pour aller, mettons, de Tokyo à 15 km plus loin, parce qu'on voulait voir quelque chose. Ça s'est fait au XIXe siècle, avec quelqu'un comme Hiroshige, précisément. Et
est-ce que ça répond à votre question? Parfaitement. Donc le Japon s'ouvrait, les techniques arrivaient. Les techniques arrivaient, les artistes voyageaient, Absolument. et la nature, effectivement, était magnifique. C'est ça. Absolument. Donc, Okuzai et Hiroshige, vous en avez parlé. Okuzai, pourquoi il a utilisé tellement de pseudonymes, Okuzai? Il était fou. Il était fou, et chaque fois, tout c'est vrai. D'ailleurs, il s'appelait lui-même le vieillard fou de dessin. Enfin, quand même, il était vraiment fou. Et il vivait tout seul. Il faisait des choses que seul Léonard de Vinci a fait, à ma connaissance. Si d'autres peintres l'ont fait, ça m'intéresserait beaucoup de le savoir. Mais il habitait, pendant une partie de sa vie, il a habité près de la Sumida, la rivière qui passe à Tokyo, à Edo, donc à ce moment-là. Et il se faisait remonter des cadavres de la rivière dans son atelier pour pouvoir représenter d'une manière aussi exacte que possible un visage privé de vie. Donc ça veut dire qu'il avait le souci non seulement de représenter ce que nous voyons, mais d'aller au-delà et de représenter ce que nous ne voyons peut-être que très très rarement, voire jamais. Et ça a été un peintre, il disait fou de dessin, mais c'est vrai, le dessin et la peinture étaient sa vie, et il faisait n'importe quoi, il était totalement fou. Alors les cadavres, bien sûr, enfin fou de dessin, entendons-nous, mais aussi un peu fou. Et donc, comme Vinci était fou, Vinci faisait des trucs. Il allait jusqu'à disséquer les cadavres. Jusqu'à disséquer les cadavres dans son atelier. C'était quand même assez incroyable. Et puis, un jour, enfin, ça c'est autre chose, un jour le shogun lui a demandé, pour vous donner la nature de sa folie, un jour le shogun lui a demandé de venir lui rendre visite, comme on aurait demandé à un grand artiste, ce qui était le cas. Il était très célèbre. Et qu'il vienne et qu'il lui fasse une peinture pour le plaisir, pour son plaisir, le plaisir du shogun. Et c'était l'automne. Et Léonard de Vinci a dit, avez-vous du papier? Enfin, Léonard de Vinci, vous voyez, je n'ai plus toute ma tête. Le Léonard japonais. Le Léonard, merci. Le Léonard japonais a dit, avez-vous du papier? On lui a apporté, vous savez, le papier au Japon sont des grands rouleaux. Alors on lui a apporté un grand rouleau de papier qu'il a posé par terre, et puis il y avait des poules. Parce que ceux qui sont allés au Japon savent qu'il y a des poules dans les monastères, dans les lieux publics. Enfin, il y a beaucoup de poules. Et des chats. Et des chats, merci, c'est vrai. Merci de le rendre justice. Alors les poules. Donc il en a attrapé une et il lui a plongé les pattes dans de la peinture vermillon, très rouge. Et il a lâché il a lâché la poule sur le rouleau de papier. La poule a fait ceci. Ça a donc fait des traces de pas de poule. Et il a dit, mais voilà, ce sont les feuilles d'automne sur la rivière. Et c'était vraiment ça. Et puis effectivement le sommet de son art, le sommet de l'art du paysage. Ah, il a été extraordinaire. C'est 36 vues du Fuji. Qu'est-ce qui fait la valeur artistique d'une estampe? Artistique? Oui. Artistique. D'abord, son sujet, comme pour toute œuvre d'art, je pense. Ensuite, le style, le dessin. Ensuite, alors ça vaut jusqu'au XVIIIe siècle, ce qu'on disait tout à l'heure. Le dessin, c'est les détails ou bien effectivement le trait, la finesse du trait? Le trait, vraiment. Ensuite, à partir du moment où les couleurs sont arrivées, à la suite du Kento, etc., donc là, la nature des couleurs, au XVIIIe siècle, c'était des couleurs végétales, et c'était des couleurs absolument merveilleuses, en effet, des bleus pâles, des verts mousses, vous voyez, des couleurs comme ça, qui allaient très bien ensemble, qui créaient une sorte d'harmonie, et la valeur d'une estampe valait par le trait et par l'harmonie des couleurs. Ensuite, par la scène représentée ou par le sujet, tout simplement, si c'était un portrait. Le bleu est arrivé, le bleu vif est arrivé avec Okuzai. Le bleu de Berlin. Oui. Exactement. Mais pourquoi elle n'a pas fait notre livre, cette dame? On en discutera après. Concentrons-nous. Oui, c'est le bleu de Berlin. Elle a raison. Parce que pourquoi l'appelle-t-on bleu de Berlin? Parce qu'il a été découvert en Prusse et qu'on s'en est servi essentiellement à une ville qui n'était pas le Berlin actuel, mais un Berlin.
et que donc bleu de Prusse, peut-être que c'était difficile à prononcer pour des Japonais, Prusse, et que Berlin, vous pouvez dire Berlin, c'était mieux. Et puis il y a sûrement des quantités d'autres raisons plus sérieuses que ça. Mais en tout cas, oui, ce bleu a été découvert et expérimenté en Allemagne. Et comme il y avait à ce moment-là des relations entre les Portugais d'abord, et puis les Hollandais qui sont allés au Japon, les Hollandais avaient des relations avec les Allemands, il y avait toutes les familles européennes avaient des relations entre elles à ce moment-là, et donc, même des relations de famille souvent, et donc on a apporté, les navigateurs ont apporté au Japon ce fameux bleu qui les a complètement enthousiasmés, et donc ça a été capital pour l'évolution du paysage, des estampes de paysage, parce que le bleu c'était la mer, c'était le ciel, c'était des quantités de choses, et donc et éventuellement des personnages. Donc le bleu est intervenu dans les estampes, non pas souvent comme un fond, comme un premier plan, et très souvent comme une ponctuation. Et ce bleu a été tout à fait important dans l'évolution des estampes au Japon. Est-ce que les artistes les plus importants vendaient cher les estampes, ou bien non, c'était pas important? Mais ils en vivaient bien? Vous savez, est-ce que Descartes vivait bien? On ne sait pas. Voilà. Et donc là, on ne sait pas. Non. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il vivait, encore une fois, à Edo, et qu'ils vivaient comme les gens d'Edo, c'est-à-dire comme les commerçants, comme les artisans, et que certains d'entre eux ont été extrêmement pauvres. Okusai a été pauvre toute sa vie. Hiroshige n'a pas été très riche non plus. Et il s'est passé une scène entre Kuniyoshi et Kiyonaga. Alors vous avez probablement vu ces deux noms sur les estampes ou les livres d'estampes. Kiyonaga faisait et Kunisada. Kuniyoshi et Kunisada, ils étaient contemporains. Ils étaient contemporains, c'était quelle période? C'est 19e siècle, c'est le milieu du 19e siècle. Ils étaient spécialisés, une spécialité? Alors, ils représentaient beaucoup de choses, et ils avaient une très grande imagination. Ça a été un moment, vous savez, je suis désolé, parce que moi je serais ravi pour passer du temps avec vous, mais ça peut nous entraîner un peu loin, parce que le 19e siècle a été une période extrêmement importante pour le Japon. C'est-à-dire qu'au début, les artistes ont continué à vivre un peu sur les acquis du 18e, puis il y a eu de grands bouleversements au milieu du 19e, et puis à la fin du 19e, ça a été l'arrivée de l'amiral Berry et au fond l'occidentalisation du Japon. Donc l'art a suivi toutes ces phases, bien entendu, et c'est difficile de dire. Je vous raconte une histoire quand même. Concernant ces deux artistes. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un peu de tout comme sujet. Mais il y en a un qui était plus célèbre que l'autre. C'était Kunisada. Kunisada était très beau. Il aimait les très jolies femmes, pas dans les quartiers réservés, les jolies femmes. Et il était très bien habillé, enfin, il avait une certaine fortune, pas une fortune, c'est beaucoup dire, mais il était très à l'aise. Et Kuniyoshi était presque aussi fou qu'Okusai, pas tout à fait, mais un peu. Et donc, lui, pour gagner sa vie, il rempaillait des tatamis. Vous voyez que vraiment, il était vraiment pauvre. Et donc, un jour, il passe sur un pont de Tokyo, de Edo, donc, avec des tatamis qu'il venait de prendre chez un bourgeois et qu'il apportait dans son atelier pour les restaurer, les refaire propres. Et il voit en bas du pont Kunisada avec une très jolie femme. Il a pris les tatamis et il les lui a jetés sur la tête. Elle est morte? Non. Mais elle a été salie. Les estampes arrivent en France en quelle année? Au moment de la première exposition universelle, à peu près. C'était un marchand? C'était des Français qui avaient fait le voyage au Japon? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bon, les Français qui étaient allés au Japon, par exemple Guimet, Régamet, beaucoup d'autres, Cernuschi aussi était allé, les Français et les Européens, disons, qui allaient au Japon,
voyaient les estampes et les rapportaient, ils étaient très épatés, très contents, heureux, et ils en rapportaient en France, en Europe en tout cas. Et puis, il y a eu cette grande exposition universelle. Et là est venu un certain Tadamasa Hayashi, dont on trouve le nom assez fréquemment, et lui était collectionneur au Japon et marchand. Il a assumé le stand japonais dans l'exposition universelle et il a apporté toutes sortes d'œuvres d'art, des estampes, mais aussi des bronzes, des netsuke en bois, enfin toutes sortes de choses. Essentiellement des estampes et des peintures aussi. Et les gens qui sont allés voir cette exposition, qui ont découvert l'art japonais dans le cadre d'une exposition universelle, c'était plus que 3 personnes qui allaient au Japon, donc il y a eu ce qu'on a appelé le japonisme. Et quelqu'un comme Sarah Bernard, par exemple, Sarah Bernard a été complètement folle de Japon et elle avait une pièce qu'elle appelait Mon Capharnaüm japonais. Voilà. Et puis ceux qui aimaient moins l'art japonais appelaient ça des japoniaiseries, ce qui n'était pas aimable. Donc on connaît effectivement la passion de Monet pour les estampes. Qui d'autre comme artiste? Van Gogh. Toulouse-Lautrec, c'est certain. Beaucoup d'autres, parce qu'en fait, on parle toujours des mêmes, parce qu'ils ont été célèbres aussi en Occident. Et d'autres qui ont été moins célèbres, on n'en parle pas, parce qu'on les connaît moins. Enfin, on les connaît, mais on les connaît moins. Et donc, mais il y a eu une grande vague, une grande vogue et une grande vague d'amour pour l'art japonais. Van Gogh a même vendu des estampes japonaises. Il avait acheté des estampes japonaises en Hollande, parce qu'il n'y a pas que les Français qui ont rapporté des choses du Japon. Il y avait bien entendu des Hollandais, des Allemands, etc. Peu d'Anglais, mais quand même. Et même des Autrichiens. Pourquoi peu d'Anglais? Les Anglais, ça c'est très complexe. Il y a eu de grands collectionneurs en Angleterre, mais il y avait peu de curiosité pour le Japon parce que la reine Victoria, déjà, avait fait savoir qu'elle allait faire une alliance avec le roi du Portugal et qu'elle souhaitait être, au fond, la seule à communiquer avec l'Extrême-Orient. Et donc, il y a eu des complications diplomatiques, etc., difficiles. Pas tellement avec le Japon, parce que les Américains étaient déjà arrivés avec l'amiral Berry, et le Japon s'était ouvert à l'Occident beaucoup plus. Mais, alors, attendez, parce que moi, je perds la tête d'un coup. Ne riez pas, c'est vrai. Non, mais... non, là on parlait des artistes français. Sais. Les artistes français. Alors il y a eu aussi, par exemple, il y a eu un artiste autrichien, Klimt. Klimt avait une collection d'estampes incroyable. Il avait tapissé tout le corridor de sa maison. Les Anglais, oui, bien entendu, les Hollandais surtout. Les Hollandais, les Français, les Autrichiens, pas tellement les Espagnols, qui eux avaient collectionné tout à fait autre chose, qui étaient les paravents à fond d'or. Parce qu'à ce moment-là, il y avait une relation qu'entre le Portugal et le Japon, et donc ils ont rapporté en Europe ce qui était l'art du Japon de leur époque. Donc ce qu'on trouve dans les musées espagnols, ce sont essentiellement des peintures et des paravents à fond d'or merveilleux du XVIIe siècle. Est-ce qu'aujourd'hui, des artistes contemporains japonais perpétuent cette tradition des estampes ou elle s'est complètement perdue? Ou un peu perdue, beaucoup, passionnément? Non, alors j'ai entendu dire par Dominique, qui a fait toute une partie du livre justement sur ce sujet, qu'il y a encore, enfin, il y a des artistes occidentaux, c'est bien votre question, des artistes occidentaux intéressés par le Japon. Non, est-ce qu'au Japon, il y a des artistes contemporains japonais qui continuent la tradition tradition des estampes? Oui, mais ce sont des peintres qui sont, enfin, ceux dont j'ai entendu le nom, dont j'ai vu les catalogues, qui sont considérés comme, on n'aime pas dire mineurs, ce qui ne serait pas gentil, mais secondaires. Donc c'est un art qui se développe encore un peu. Oui. Il est enseigné dans des instituts d'art. Il est enseigné essentiellement dans les écoles officielles. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est la photo qui a remplacé l'estampe?
Ou bien non, Oui, oui, vous avez entièrement raison. Oui, oui. Parce que même l'arrivée au Japon au XIXe siècle, certains voyageurs ont apporté les premiers appareils photo. Et il y a des estampes qui représentent des photographes occidentaux qui photographient une dame japonaise, et le contraire, c'est-à-dire des photographes japonais qui photographient, etc. Donc la photographie a eu une vogue incroyable. Vous savez, c'est un peu comme ce qui s'est passé après la guerre en France. C'est-à-dire tout ce qui venait d'Amérique, des États-Unis essentiellement, c'était formidable. Et il y a eu une petite période où les Japonais ont trouvé que tout ce qui venait d'Occident était extraordinaire, y compris la chirurgie. Attends, je vais vous dire un truc. Oui, pensez-vous. Bon, les Japonais ont découvert ce que c'était, avec les documents qui arrivaient, que les femmes étaient enceintes. Ça, ils le savaient, parce qu'il y avait des Japonaises enceintes. Mais c'était un grand mystère. Et vous croyez que c'était le Saint-Esprit? Oui, que c'était le Saint-Bouddha. Saint-Bouddha. Et que ils ne savaient pas du tout comment ça pouvait se passer à l'intérieur d'une femme, quand même, ce truc. Alors, donc, les premières estampes qui sont arrivées de Hollande représentaient les estampes, et puis aussi des peintures ou des dessins. Certaines choses représentaient des trucs de médecine, enfin des opérations du bras, par exemple, des choses comme ça. Et aussi le développement d'un ovule dans le ventre de la mère. Et alors, ils ont voulu copier ces représentations. Et ils ont fait un truc magnifique qui ferait gagner beaucoup de temps, c'est-à-dire ils ont représenté une femme japonaise avec dans son ventre un bébé de 6 mois. Mais c'est vraiment, c'était un bébé de 6 mois. Et ils n'imaginaient pas qu'il pouvait y avoir le processus qui pouvait amener d'un contact entre deux êtres humains jusqu'à la naissance d'un troisième être humain, mais d'une différence sensiblement plus petite. Et ils sont tout de suite passés à ce qu'ils connaissaient, c'est-à-dire des vrais bébés, des bébés visibles. Nous avons tous été des bébés invisibles, et hop, et on est devenus des bébés visibles.